On se retrouve aujourd'hui pour discuter de la suite de notre chapitre sur le chapitre 8 sur les actions sur un système. La dernière fois, on avait présenté le diagramme objet-action. Vous en aviez construit quelques-uns et donc les conclusions qu'on peut donner au diagramme objet-action, c'est que c'est un outil qui est très simple à mettre en place, très rapide à faire. Ça permet de visualiser, de savoir très rapidement c'est quoi le système que j'étudie, quels sont les objets qui sont en interaction avec ce système, et d'autre part, on représente aussi les actions de contact ou à distance, et voilà, ça permet de voir ce genre de choses très rapidement. Le gros intérêt du diagramme objet-action qu'on présente au collège, et qu'on peut présenter au collège, et que je vous ai présenté la fois dernière, c'est surtout de bien se centrer sur le système et de bien analyser dans la situation qui nous est proposée, c'est quoi le système. Néanmoins, le diagramme objet-action, il a des limites. Et donc par exemple, enfin les limites que je peux vous citer ici, c'est que on représente les actions entre les objets et le système, mais on ne sait pas du tout dans quelle direction et quel sens vont les actions. Par exemple, lorsqu'on présentait la situation du parachutiste qui était en train de tomber avec son parachute vers le sol, l'action entre le centre de la Terre et le parachutiste, on ne sait pas du tout dans quelle direction elle va. Bon, on sait bien que c'est quelque chose, une action qui est verticale et qui est dirigée vers le bas, mais dans le diagramme objet-action, il n'y a absolument rien qui nous le dit. On sait par contre que c'est une action à distance. On ne sait pas non plus où s'appliquent précisément ces actions. Dans le cas qui nous intéressait la fois dernière, je ne sais pas si ça s'applique plutôt sur le bras du parachutiste, à ce qu'on va appeler le centre de gravité du parachutiste et de son parachute. C'est pas précisé. D'autre part, on ne sait pas si l'action a une forte intensité ou pas. Toujours sur mon exemple de parachutiste, entre la force de l'air qui retient le parachute et le parachutiste et la force d'attraction vers le centre de la Terre, il n'y a rien qui nous précise sur le diagramme objet-action quelle est l'action qui est la plus importante. Alors nous, on se doute que c'est l'action du centre de la Terre sur le système parachute-parachutiste, puisque au final il tombe, hein. Donc ça veut bien dire que l'action qui va plutôt vers le bas et vers le centre de la Terre est plus importante. Mais il n'y a rien qui nous le précise sur le diagramme objet-action. Donc il faut maintenant passer à un nouveau système, un nouveau modèle pour représenter ces actions qui soit plus précis et qui nous aide à trancher voilà, ces trois choses qui sont pour l'instant indéterminées. Alors comment faire ça? Eh bien, on va utiliser un nouveau modèle que vous avez aussi pu voir l'année dernière au collège, c'est le modèle de force. Donc pour représenter les actions de manière plus précise et tenir compte de toutes ces choses que je vous ai marquées, on va utiliser donc le système de force. Et alors, si on regarde bien, regardez, il y a la direction, il nous manque la direction, il nous manque le sens, il nous manque aussi le point d'application où s'exercent les actions, et on n'a pas encore parlé d'intensité. Et là, ces quatre choses nous font penser à quelque chose qu'on a déjà rencontré quand on parlait de la vitesse, c'est la notion de vecteur. Quand on était sur la vitesse, on représentait des vecteurs vitesse, et on avait toutes ces indications, la direction, le sens, le point d'application, et aussi on savait si la vitesse était grande ou petite en fonction de la longueur de la flèche. Là, du coup, on va pouvoir avoir, en utilisant toujours ce système de vecteurs, les mêmes de flèches en fait, hein, les mêmes indications. On saura quel est le point d'application de la force, où est-ce que s'applique la force, parce que c'est de là qu'on va faire partir, la flèche force. Donc ça sera une flèche hein, avec un seul segment fléché au bout. Et le point d'où part la flèche, ça sera le point où s'exerce la force. Et là, on sera donc beaucoup plus précis que sur le diagramme objet-action. D'autre part, on connaîtra sa direction, la direction de la force, puisque quand on va représenter notre force, donc l'action par une force, donc par un vecteur force, la direction, ça sera la direction de la flèche. Le sens, de la même manière, on le connaîtra, parce que notre flèche aura un embout fléché, mais juste d'un seul côté. Et donc, on saura dans quel sens va cette force, va ce vecteur force. Et enfin, on connaîtra aussi l'intensité de la force, qu'on ne connaissait pas jusqu'à présent avec le diagramme objet-action, parce que notre flèche aura une certaine longueur. Et plus la longueur sera grande, plus ça voudra dire que la force est importante.
Et donc, comme je vous le disais tout à l'heure, ça nous fait fortement penser à ce qu'on représentait pour le vecteur vitesse. On va représenter aussi les actions par des forces qui seront des vecteurs. Et donc, on va retrouver un petit peu tout ce qu'on disait à propos des vecteurs vitesse. Ça ne devrait pas trop vous poser de problème. Alors, on va repartir avec notre système parachute plus parachutiste. Donc, notre système, c'est tout ça. Je vous propose de le représenter. Alors, ça, c'était le diagramme objet-action qu'on avait vu la fois dernière. Donc, souvenez-vous, avec quoi était en interaction le parachute plus parachutiste? Avec le centre de la Terre, c'était une action à distance. Et puis aussi avec l'air qui retenait le parachute. Là, c'était une action de contact. Et donc, ça appuyait sur le bas du parachute. Et puis aussi, bien sûr, sur le bas du parachutiste en le retenant et en limitant sa vitesse, puisque rappelez-vous, il passait de 180 à 30 km par heure au moment de l'ouverture du parachute. Et donc maintenant, je vous propose de représenter la même situation, donc toujours notre parachute plus parachutiste, mais cette fois-ci avec le modèle des forces. Donc voilà, je vous propose de représenter le système, donc parachute plus parachutiste, par juste un rond. Hein. Et donc maintenant, il va falloir représenter les forces qui s'appliquent sur ce système. On sait qu'on a deux actions à représenter, donc deux forces à représenter. Une qui est liée au centre de la Terre, et puis une qui est la force de l'air qui s'applique sur ce système. Comment les représenter? Je vous propose de mettre la vidéo en pause et puis d'essayer quelque chose. Vous savez qu'il faut représenter des flèches, d'où elles partent, quelle est leur direction, quel est leur sens, quelle est leur longueur. À vous de voir. Mettez la vidéo en pause et essayez quelque chose. On se retrouve après vos hypothèses sur le schéma des forces lors de cette situation. Alors voilà ce que je vous propose moi pour une possible correction. Tout d'abord, je vais représenter la force qui traduit l'interaction entre le centre de la Terre et le système parachute plus parachutiste. Cette force est dirigée vers le bas. Le parachute et le parachutiste sont attirés par le centre de la Terre, donc cette force va vers le bas. D'où est-ce qu'elle part? Alors j'ai représenté partant du milieu du système, c'est son centre de gravité. Alors pour que vous puissiez imaginer ce que représente ce centre de gravité, c'est comme si on mettait toute la masse du parachute et du parachutiste au même endroit. Où est-ce que serait cet endroit? C'est le centre de gravité. Pour moi, à chaque fois que je le fais, j'estime que c'est à peu près au milieu du composé. Là, pour le coup, avec cet ensemble-là, parachute plus parachutiste, ça serait sans doute différent, mais bon. Pour vous donner une image et pour que vous puissiez sentir ce centre de gravité, quand vous êtes en voiture et que vous prenez des dénivelés assez rapides, des petites bosses comme ça, vous sentez quelque chose et que vous allez assez vite, vous sentez quelque chose au milieu du ventre. C'est votre centre de gravité qui varie beaucoup d'un point à un autre, du haut de la petite bosse au bas de la petite bosse. Et en fait, voilà, vous matérialisez votre centre de gravité lors de ces déplacements. Donc voilà, je prends à peu près le milieu du corps et donc je représente une flèche qui va vers le bas. Alors comment est-ce qu'on va l'appeler cette force? Si vous vous rappelez comment on notait les vecteurs vitesse dans le chapitre précédent, ça va être à peu près pareil. J'écris F qui veut dire force. Je mets une flèche dessus pour indiquer que c'est un vecteur. Et après, je précise qui agit sur quoi. Donc, c'est la Terre qui agit sur le système. C'est la force de la Terre sur le parachute plus parachutiste, sur mon système. Le slash ici veut dire sur, je le traduis par sur. Bon, j'ai déjà représenté une première action, donc la force de la Terre sur le parachutiste. On constate que ça va vers le bas, c'est vertical, jusqu'au centre de la Terre. Et j'ai fait une flèche d'une certaine longueur. Pour l'instant, on ne réfléchit pas trop à la longueur des flèches des vecteurs force. On lui donne un nom aussi, et j'ai choisi ce nom-là. On verra que cette flèche est tellement, cette force est tellement importante quand on est sur Terre ou proche de la Terre, qu'on lui donnera même un autre nom qui sera alloué à cette force-là. Alors maintenant, il faut qu'on parle de l'autre force. C'était la force qui permettait de retenir le parachute, la force de l'air sur le système. Alors cette force de l'air sur le système, elle retient le parachute et le parachutiste et donc elle agit par en dessous du système. Donc je vais faire une flèche qui démarre du bas du système et qui va vers le haut puisque c'est la force qui freine en fait mon parachute plus parachutiste. Comment je l'appelle cette force? Je vais utiliser le même système que précédemment. C'est la force, donc je mets un grand F avec une flèche dessus pour dire que c'est un vecteur.
et de quoi sur quoi? De l'air sur le parachutiste. Je mets bien donc mon sur, et puis ici, vous voyez, j'ai le système en deuxième partie du nom de mon vecteur, de la même manière que j'avais ici le nom du système en deuxième partie du nom du vecteur. Cette force, je vous le précise entre parenthèses, en fait, il s'agit d'une force de frottement, et c'est la même force que celle que vous ressentez lorsque vous mettez la main par la fenêtre dans une voiture qui est en mouvement. On sent que ça frotte sur la main, à tel point qu'on a l'impression que ça pousse la main vers l'arrière. Alors, par rapport au diagramme objet-action, vous voyez que là, on ne représente pas de flèche en pointillé. Hein, ça ne nous intéresse pas de savoir si c'est à distance ou si c'est une force de contact. Là, sur ce modèle-là, on s'en moque de cette distinction entre les deux. On repère le système parce que c'est la seule chose dessinée, en fait. C'est le seul objet qui est dessiné. Et toutes les forces s'appliquent sur le système, quelque part sur le système. On part du système pour aller vers un autre point avec la flèche. Petite remarque, la direction et le sens de la flèche qui va vers le haut, c'est vers le haut et c'est vertical, hein, ça retient le parachute et le parachutiste. Sur les longueurs, vous constatez que j'ai fait la flèche du bas plus longue que celle qui remonte. Et pourquoi j'ai fait ça, à votre avis? Essayez d'y réfléchir. Alors j'ai fait ça parce que je sais que le parachute et le parachutiste, ils tombent. Et s'ils tombent, ça veut dire que la force qui les pousse vers le bas est plus importante que la force qui les retient. Et donc au final, quand je vois ce système-là, même si je ne peux pas dire combien ça fait précisément la force qui va vers le bas et combien fait précisément la force qui va vers le haut, je peux au moins dire qu'il doit tomber parce que cette flèche est plus grande que l'autre. Alors je vous propose de reprendre maintenant les trois diagrammes objet-action qui avaient été tracés la fois dernière, que je vous avais mis en correction et qu'on avait commenté sur la dernière vidéo. Et sur les trois mêmes situations, donc le joueur au service, la raquette qui tape la balle et la balle au sol. Le système est toujours la balle, hein, on s'intéresse juste à la balle. Je vous propose de représenter les forces dans les trois situations suivantes. Donc vous prenez d'un côté votre diagramme objet-action fait la fois dernière, ou téléchargé, là je vous l'avais mis en pièce jointe sur Pronote. Et puis vous réfléchissez à chaque fois sur comment représenter mes forces dans chaque situation, les forces qui s'exercent sur la balle. Vous devez avoir autant de forces qu'il y avait d'action dans le diagramme objet-action. À vous de les représenter. Faites attention au point d'application, à la direction, au sens et à la longueur de vos flèches. Mettez la vidéo en pause et cherchez ça. On se retrouve après pour en discuter. Bien, vous avez dû terminer vos schémas de force pour les trois situations. Alors voilà une correction que je vous propose. Alors dans la première situation, rappelez-vous, le diagramme objet-action était celui qui est indiqué ici et que j'ai dessiné et que j'ai représenté sur la feuille. On avait donc, on avait pour moi une seule action, c'était l'action du centre de la Terre sur la balle, qui est une action à distance. On avait parlé des frottements de l'air là aussi. Moi je vous avais dit que je ne les représentais pas et je ne vais pas les représenter toujours. Alors qu'est-ce que ça donne pour nos forces? Voilà ce que je vous propose. Vous avez la balle de tennis, avec une seule force du coup, qui est verticale vers le bas et que j'appelle force de la Terre sur la balle. Avec une petite flèche pour indiquer que c'est un vecteur. Voilà pour la première situation. Vous trouverez ce document en téléchargement sur Pronote. Deuxième situation, la raquette qui tape la balle. On avait proposé la fois dernière ce diagramme objet-action avec la balle qui est en interaction avec le centre de la Terre par une action à distance et la balle qui est en interaction avec la raquette par une action de contact. Qu'est-ce que ça va donner pour notre schéma de force? Je vous propose le schéma suivant. Tout d'abord, on a toujours la balle qui est attirée par le centre de la Terre que je représente toujours par une flèche vers le bas et que j'appelle force avec une trait dessus de terre sur balle. Mais on a aussi la force de la raquette sur la balle. J'ai pris l'hypothèse que la raquette frappe la balle de la gauche vers la droite. Et donc j'ai une force qui part du point de contact ici. Je peux représenter, oui. Ici, entre la raquette et la balle. Et qui est dirigée plutôt vers la droite. Et j'ai représenté plutôt vers le bas. Parce que j'ai l'impression que la raquette est plutôt au service là et qu'on a l'impression qu'il est en train de rabattre un petit peu la balle. Comment j'appelle cette force? C'est la force avec un F majuscule là, comme d'habitude pour l'instant. On verra qu'on pourra utiliser d'autres lettres. Une flèche dessus pour indiquer que c'est un vecteur. Force de quoi sur quoi?
de la raquette sur la balle, et ça correspond donc à cette action ici. La flèche que j'ai dessinée ici en rouge correspond à cette action-là. Troisième situation, la situation avec la balle qui est au sol. On avait représenté donc deux objets en interaction. Le centre de la Terre avec une action à distance qui attire la balle vers le centre de la Terre. Mais la balle ne traverse pas le sol, tout simplement parce qu'elle est retenue par le sol par une action de contact. Comment représenter les forces dans ce cas-là? Je vous propose le schéma suivant. On a donc toujours ma balle, j'ai représenté le sol ici, à l'horizontale. On a tout d'abord un segment fléché qui va vers le bas, un vecteur, qui est toujours la force de la Terre sur la balle, que je représente toujours en rouge, toujours de la même manière. Et on a aussi, entre le point de contact entre la balle et le sol, une force qui va vers le haut, et que j'ai appelée force de sol sur balle. Donc faites bien attention, hein, là où on voit bien la différence qu'il doit y avoir entre le sol et la terre. C'est pas du tout la même chose. Ce que j'appelle terre, c'est le centre de la terre. Ce que j'appelle sol, c'est vraiment le sol. Alors je représente cette force. Il faut imaginer ici que vous avez toutes les petites particules qui composent le sol. Toutes les petites particules qui composent le sol, qui sont en train de taper comme ça, là, puisqu'elles sont sans arrêt en agitation. Et c'est ces petites interactions entre les petites particules du sol et la balle qui est au-dessus qui permet de maintenir la balle en surface. Là, il faut s'intéresser à la longueur des flèches. J'ai représenté cette flèche de la même longueur que la flèche qui va vers le bas. Elles ont toutes les deux la même longueur. Et pourquoi j'ai fait ça? C'est parce que ma balle est immobile. Et si la balle est immobile, ça veut dire que la force qui va vers le bas est aussi importante que la force qui va vers le haut. Si vous vous rappelez, c'était la même chose que ce que je vous disais la dernière fois. Il faut qu'il y ait autant d'actions vers le bas que d'actions vers le haut pour que le système soit immobile. Ici, la balle est immobile. Et la raison, c'est que les forces qui vont vers le bas et vers le haut sont les mêmes. Bien, alors, c'est tout pour cette vidéo. Maintenant qu'on ait deux systèmes pour représenter les actions, le diagramme objet-action, très rapide à mettre en place, qui permet de bien visualiser le système et de savoir quels sont les objets en interaction. Et puis le symbolisme des forces, qui nous donne beaucoup plus d'indications. Ce que vous avez à faire maintenant, après avoir fait les exercices qui sont proposés dans cette vidéo, c'est d'aller compléter le QCM sur Pronote pour valider si vous avez bien compris ce qui s'est passé. Je vous dis à plus tard.